édition spéciale. Opération Sarkozy, comment la CIA a placé un de ses agents à la présidence de la République française. Par Thierry Messant. Nicolas Sarkozy doit être jugé à son action, et non pas d'après sa personnalité. Mais lorsque son action surprend jusqu'à ses propres électeurs, il est légitime de se pencher en détail sur sa biographie, et de s'interroger sur les alliances qui l'ont conduit au pouvoir. Thierry Messant a décidé d'écrire la vérité sur les origines du président de la République française. Toutes les informations contenues dans cet article sont vérifiables, à l'exception de 2 imputations, et signalées par l'auteur, qui en assume seul la responsabilité. Les Français, lassés des trop longues présidences de François Mitterrand et de Jacques Chirac, ont élu Nicolas Sarkozy, en comptant sur son énergie, pour revitaliser leur pays. Ils espéraient une rupture, avec des années d'immobilisme, et des idéologies surannées. Ils ont eu une rupture, avec les principes qui fondent la nation française. Ils ont été stupéfaits par cet hyper-président, se saisissant chaque jour d'un nouveau dossier, aspirant à lui la droite et la gauche, bousculant tous les repères, jusqu'à créer une complète confusion. Comme des enfants qui viennent de faire une grosse bêtise, les Français sont trop occupés à se trouver des excuses, pour admettre l'ampleur des dégâts et leur naïveté. Ils refusent d'autant plus de voir qui est vraiment Nicolas Sarkozy, qu'ils auraient dû s'en rendre compte depuis longtemps. C'est que l'homme est habile. Comme un illusionniste, il a détourné leur attention, en offrant sa vie privée en spectacle, et en posant dans les magazines People, jusqu'à leur faire oublier son parcours politique. Que l'on comprenne bien le sens de cet article. Il ne s'agit pas de reprocher à M. Sarkozy ses liens familiaux, amicaux et professionnels, mais de lui reprocher d'avoir caché ses attaches aux Français qui ont cru, à tort, élire un homme libre. Pour comprendre comment un homme, en qui tous s'accordent aujourd'hui à voir l'agent des États-Unis et d'Israël a pu devenir le chef du parti gaulliste, puis le président de la République française, il nous faut revenir en arrière. Très en arrière. Il nous faut emprunter une longue digression au cours de laquelle nous présenterons les protagonistes, qui trouvent aujourd'hui leur revanche. Secret de famille. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les services secrets états-uniens s'appuient sur le parrain italo-américain Lucky Luciano, pour contrôler la sécurité des ports américains, et pour préparer le débarquement allié en Sicile. Les contacts de Luciano, avec les services US, passent notamment par Frank Wisner Sr. Puis, lorsque le parrain est libéré, et s'exile en Italie, par son ambassadeur corse, Étienne Landry. En 1958, les États-Unis, inquiets d'une possible victoire du FLN, en Algérie qui ouvrirait l'Afrique du Nord à l'influence soviétique, décident de susciter un coup d'État militaire en France. L'opération est organisée conjointement par la direction de la planification de la CIA, théoriquement dirigée par Frank Wisner Sr. et par l'OTAN. Mais Wisner a déjà sombré dans la démence de sorte que c'est son successeur, Allen Dulles, qui supervise le coup. Depuis Alger, des généraux français créent un comité de salut public, qui exerce une pression sur le pouvoir civil parisien, et le contraint à voter les pleins pouvoirs au général de Gaulle, sans avoir besoin de recourir à la force. Or, Charles de Gaulle n'est pas le pion que les anglo-saxons croient pouvoir manipuler. Dans un premier temps, il tente de sortir de la contradiction coloniale, en accordant une large autonomie au territoire d'outre-mer au sein d'une Union française. Mais il est déjà trop tard pour sauver l'Empire français, car les peuples colonisés ne croient plus aux promesses de la métropole et exigent leur indépendance. Après avoir conduit victorieusement de féroces campagnes de répression contre les indépendantistes, de Gaulle se rend à l'évidence. Faisant preuve d'une rare sagesse politique, il décide d'accorder à chaque colonie son indépendance. Cette volte-face est vécue comme une trahison par la plupart de ceux qui l'ont porté au pouvoir. La CIA et l'OTAN soutiennent alors toutes sortes de complots pour l'éliminer, dont un putsch manqué et une quarantaine de tentatives d'assassinat. Toutefois, certains de ses partisans approuvent son évolution politique. Autour de Charles Pasqua, il crée le SAC, une milice pour le protéger. Pasqua est à la fois un truand corse et un ancien résistant. Il a épousé la fille d'un bootlegger canadien qui fit fortune durant la Prohibition. Il dirige la société Ricard, qui, après avoir commercialisé de l'absinthe, un alcool prohibé, se respectabilise en vendant de l'anisette. Cependant, la société continue à servir de couverture pour toutes sortes de trafics, en relation avec la famille italo-new-yorkaise des Genovaises, celle de Lucky Luciano. Il n'est donc pas étonnant que Pasqua fasse appel à Étienne Landry, l'ambassadeur, entre guillemets, de Luciano, pour recruter des gros bras, et constituer la milice gaulliste. Un troisième homme joue un grand rôle dans la formation du SAC, l'ancien garde du corps de Gaulle, Achille Peretti, un Corse lui aussi. Ainsi défendu, de Gaulle dessine avec panache une politique d'indépendance nationale.
Tout en affirmant son appartenance au Grand Atlantique, il remet en cause le leadership anglo-saxon. Il s'oppose à l'entrée du Royaume-Uni dans le marché commun européen, 1961, et 1967. Il refuse le déploiement des casques de l'ONU au Congo, 1961. Il encourage les États latino-américains à s'affranchir de l'impérialisme US, discours de Mexico, 1964. Il expulse l'OTAN de France et se retire du commandement intégré de l'Alliance Atlantique, 1966. Il dénonce la guerre du Vietnam, discours de Phnom Penh, 1966. Il condamne l'expansionnisme israélien, lors de la guerre des 6 jours, 1967. Il soutient l'indépendance du Québec, discours de Montréal 1967. Etc. Simultanément, De Gaulle consolide la puissance de la France, en la dotant d'un complexe militaro-industriel incluant la force de dissuasion nucléaire et en garantissant son approvisionnement énergétique. Il éloigne utilement les encombrants corses de son entourage, en leur confiant des missions à l'étranger. Ainsi Étienne Landry devient-il le trader du groupe Elf, aujourd'hui Total, tandis que Charles Pasqua devient l'homme de confiance des chefs africains francophones. Conscient qu'il ne peut défier les anglo-saxons, sur tous les terrains à la fois, De Gaulle s'allie à la famille Rothschild. Il choisit comme Premier ministre le fondé de pouvoir de la banque, Georges Pompidou. Les deux hommes forment un tandem efficace. L'audace politique du premier ne perd jamais de vue le réalisme économique du second. Lorsque De Gaulle démissionne, en 1969, Georges Pompidou lui succède brièvement à la présidence, avant d'être emporté par un cancer. Les gaullistes historiques n'admettent pas son leadership et s'inquiètent de son tropisme anglophile. Il hurle à la trahison lorsque Pompidou, secondé par le secrétaire général de l'Élysée Édouard Balladur, fait entrer la perfide Albion, entre guillemets, dans le marché commun européen. La fabrication de Nicolas Sarkozy. Ce décor étant planté, revenons-en à notre personnage principal, Nicolas Sarkozy. Né en 1955, il est le fils d'un noble catholique hongrois, Pál Sarkozy de Nagyboxa, réfugié en France après avoir fui l'armée rouge, et d'André Mala, une roturière juive originaire de Thessalonique. Après avoir eu 3 enfants, Guillaume, Nicolas et François, le couple divorce. Pál Sarkozy de Nagyboxa se remarie avec une aristocrate, Christine de Gainey, dont il aura 2 enfants, Pierre-Olivier et Caroline. Nicolas ne sera pas élevé par ses seuls parents, mais ballotté dans cette famille recomposée. Sa mère est devenue secrétaire d'Achille Peretti. Après avoir cofondé le SAC, le garde du corps de De Gaulle avait poursuivi une brillante carrière politique. Il avait été élu député et maire de Neuilly-sur-Seine, la plus riche banlieue résidentielle de la capitale, puis président de l'Assemblée nationale. Malheureusement, en 1972, Achille Peretti est gravement mis en cause. Aux États-Unis, le magazine Time révèle l'existence d'une organisation criminelle secrète, l'Union Corse, qui contrôlerait une grande partie du trafic de stupéfiants entre l'Europe et l'Amérique, la fameuse Fresh Connection qu'Hollywood devait porter à l'écran. S'appuyant sur des auditions parlementaires et sur ses propres investigations, Time cite le nom d'un chef mafieux, Jean Venturi, arrêté quelques années plus tôt au Canada, et qui n'est autre que le délégué commercial de Charles Pasqua pour la société d'alcool Ricard. On évoque le nom de plusieurs familles qui dirigeraient l'Union Corse, dont les Peretti. Achille nie, mais doit renoncer à la présidence de l'Assemblée nationale et échappe même à un suicide. En 1977, Pál Sarkozy se sépare de sa seconde épouse, Christine de Gainey, laquelle se lie alors avec le numéro 2 de l'administration centrale du département d'État des États-Unis. Elle l'épouse et s'installe avec lui en Amérique. Le monde étant petit, c'est bien connu, son mari n'est autre que Frank Wisner Jr., fils du précédent. Les fonctions de Junior à la CIA ne sont pas connues, mais il est clair qu'il y joue un rôle important. Nicolas, qui reste proche de sa belle-mère, de son demi-frère et de sa demi-sœur, commence à se tourner vers les États-Unis, où il bénéficie des programmes de formation du département d'État. À la même période, Nicolas Sarkozy adhère au parti gaulliste. Il y fréquente d'autant plus rapidement Charles Pasqua, que celui-ci n'est pas seulement un leader national, mais aussi le responsable de la section départementale des Hauts-de-Seine. En 1982, Nicolas Sarkozy, ayant terminé ses études de droit et s'étant inscrit au barreau, épouse la nièce d'Achille Peretti. Son témoin de mariage est Charles Pasqua. En tant qu'avocat, Maître Sarkozy défend les intérêts des amis corses et de ses mentors. Il acquiert une propriété sur l'île de Beauté, à Vico, et imagine de corsiser son nom en remplaçant le « Y » par un « I ». Sarkozy. L'année suivante, il est élu maire de Neuilly-sur-Seine, en remplacement de son bel-oncle, Achille Peretti, terrassé par une crise cardiaque.
Cependant, Nicolas ne tarde pas à trahir sa femme, et, dès 1984, il poursuit une liaison cachée avec Cécilia, l'épouse du plus célèbre animateur de télévision français de l'époque, Jacques Martin, dont il a fait la connaissance, en célébrant leur mariage, en qualité de maire de Neuilly. Cette double vie dure 5 ans, avant que les amants ne quittent leurs conjoints respectifs, pour construire un nouveau foyer. Nicolas est le témoin de mariage, en 1992, de la fille de Jacques Chirac, Claude, avec un éditorialiste du Figaro. Il ne peut s'empêcher de séduire Claude et de mener une brève relation avec elle, tandis qu'il vit officiellement avec Cécilia. Le mari trompé se suicide en absorbant des drogues. La rupture est brutale et sans retour entre les Chirac et Nicolas Sarkozy. En 1993, la gauche perd les élections législatives. Le président François Mitterrand refuse de démissionner et entre en cohabitation avec un premier ministre de droite. Jacques Chirac, qui ambitionne la présidence, et pense alors former avec Édouard Balladur un tandem comparable à celui de De Gaulle et Pompidou, refuse d'être à nouveau Premier ministre et laisse la place à son ami de 30 ans, Édouard Balladur. Malgré son passé sulfureux, Charles Pasqua devient ministre de l'Intérieur. S'il conserve la haute main sur la marijuana marocaine, il profite de sa situation pour légaliser ses autres activités, en prenant le contrôle des casinos, jeux et courses en Afrique francophone. Il tisse aussi des liens en Arabie Saoudite et en Israël et devient officier d'honneur du Mossad. Nicolas Sarkozy, quant à lui, est ministre du Budget et porte-parole du gouvernement. À Washington, Frank Wisner Jr. a pris la succession de Paul Wolfowitz comme responsable de la planification politique au département de la Défense. Personne ne remarque les liens qui l'unissent au porte-parole du gouvernement français. C'est alors que reprend au sein du parti gaulliste la tension que l'on avait connue 30 ans plus tôt entre les gaullistes historiques et la droite financière, incarnée par Balladur. La nouveauté, c'est que Charles Pasqua et avec lui le jeune Nicolas Sarkozy trahissent Jacques Chirac pour se rapprocher du courant Rothschild. Tout dérape. Le conflit atteindra son apogée en 1995, lorsque Édouard Balladur se présentera contre son ex-ami Jacques Chirac à l'élection présidentielle, et sera battu. Surtout, suivant les instructions de Londres et de Washington, le gouvernement Balladur ouvre les négociations d'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN des États d'Europe centrale et orientale, affranchis de la tutelle soviétique. Rien ne va plus dans le parti gaulliste, où les amis d'hier sont près de s'entretuer. Pour financer sa campagne électorale, Édouard Balladur tente de faire main basse sur la caisse noire du parti gaulliste, cachée dans la double comptabilité du pétrolier Elf. À peine le vieux Étienne Landry mort, les juges perquisitionnent la société et ses dirigeants sont incarcérés. Mais Balladur, Pasqua et Sarkozy ne parviendront jamais à récupérer le mégot. La traversée du désert. La traversée du désert. Tout au long de son premier mandat, Jacques Chirac tient Nicolas Sarkozy à distance. L'homme se fait discret durant cette longue traversée du désert. Discrètement, il continue à nouer des relations dans les cercles financiers. En 1996, Nicolas Sarkozy, ayant enfin réussi à clore une procédure de divorce qui n'en finissait pas, se marie avec Cécilia. Ils ont pour témoin les 2 milliardaires Martin Bouygues et Bernard Arnault, l'homme le plus riche du pays. Dernier acte. Bien avant la crise irakienne, Frank Wisner Jr. et ses collègues de la CIA planifient la destruction du courant gaulliste et la montée en puissance de Nicolas Sarkozy. Ils agissent en 3 temps. D'abord l'élimination de la direction du parti gaulliste et la prise de contrôle de cet appareil, puis l'élimination du principal rival de droite et l'investiture du parti gaulliste à l'élection présidentielle, enfin l'élimination de tout challenger sérieux à gauche de manière à être certain d'emporter l'élection présidentielle. Pendant des années, les médias sont tenus en haleine par les révélations posthumes d'un promoteur immobilier. Avant de décéder d'une grave maladie, il a enregistré pour une raison jamais élucidée une confession en vidéo. Pour une raison encore plus obscure. La cassette échoue dans les mains d'un hiérarque du Parti socialiste, Dominique Strauss-Kahn, qui fait parvenir indirectement à la presse. Si les aveux du promoteur ne débouchent sur aucune sanction judiciaire, ils ouvrent une boîte de Pandore. La principale victime des affaires successives sera le Premier ministre Alain Juppé. Pour protéger Chirac, il assume seul toutes les infractions pénales. La mise à l'écart de Juppé laisse la voie libre à Nicolas Sarkozy pour prendre la direction du parti gaulliste. Sarkozy exploite alors sa position pour contraindre Jacques Chirac à le reprendre au gouvernement, malgré leur haine réciproque. Il sera en définitive ministre de l'Intérieur. Erreur. À ce poste,
Il contrôle les préfets et le renseignement intérieur, qu'il utilise pour noyauter les grandes administrations. Il s'occupe aussi des affaires corses. Le préfet Claude Érignac a été assassiné. Bien qu'il n'ait pas été revendiqué, le meurtre a immédiatement été interprété comme un défi lancé par les indépendantistes à la République. Après une longue traque, la police parvient à arrêter un suspect en fuite, Yvan Colonna, fils d'un député socialiste. Faisant fi de la présomption d'innocence, Nicolas Sarkozy annonce cette interpellation en accusant le suspect d'être l'assassin. C'est que la nouvelle est trop belle à 2 jours du référendum, que le ministre de l'Intérieur organise en Corse pour modifier le statut de l'île. Quoi qu'il en soit, les électeurs rejettent le projet Sarkozy qui, selon certains, favorise les intérêts mafieux. Bien qu'Yvan Colonna ait ultérieurement été reconnu coupable, il a toujours clamé son innocence et aucune preuve matérielle n'a été trouvée contre lui. Étrangement, l'homme s'est muré dans le silence, préférant être condamné que de révéler ce qu'il sait. Nous révélons ici que le préfet Érignac n'a pas été tué par des nationalistes, mais abattu par un tueur à gages, Igor Pécat, immédiatement exfiltré vers l'Angola, où il a été engagé à la sécurité du groupe Elf. Le mobile du crime était précisément lié aux fonctions antérieures d'Érignac, responsable des réseaux africains de Charles Pasqua au ministère de la Coopération. Quant à Yvan Colonna, c'est un ami personnel de Nicolas Sarkozy depuis des décennies, et leurs enfants se sont fréquentés. Une nouvelle affaire éclate. De faux listings circulent qui accusent mensongèrement plusieurs personnalités de cacher des comptes bancaires au Luxembourg, chez Clearstream. Parmi les personnalités diffamées, Nicolas Sarkozy. Il porte plainte et sous-entend que son rival de droite à l'élection présidentielle, le Premier ministre Dominique de Villepin, a organisé cette machination. Il ne cache pas son intention de le faire jeter en prison. En réalité, les faux listings ont été mis en circulation par des membres de la Fondation franco-américaine, dont John Negroponte était président, et dont Frank Wisner Jr. est administrateur. Ce que les juges ignorent et que nous révélons ici, c'est que les listings ont été fabriqués à Londres, par une officine commune de la CIA et du MI6, Ackley Commercial Co., dont Frank Wisner Jr. est également administrateur. Villepin se défend de ce dont on l'accuse, mais il est mis en examen, assigné à résidence, et, de facto, écarté provisoirement de la vie politique. La voie est libre à droite, pour Nicolas Sarkozy. Reste à neutraliser les candidatures d'opposition. Les cotisations d'adhésion au Parti socialiste sont réduites à un niveau symbolique, pour attirer de nouveaux militants. Soudainement des milliers de jeunes prennent leur carte. Parmi eux, au moins 10 000 nouveaux adhérents, sont en réalité des militants du parti trotskiste, lambertiste, du nom de son fondateur Pierre Lambert. Cette petite formation d'extrême gauche s'est historiquement mise au service de la CIA, contre les communistes staliniens durant la guerre froide. Elle est l'équivalent du SD/USA de Max Schachmann, qui a formé les néoconservateurs aux USA. Ce n'est pas la première fois que les lambertistes infiltrent le Parti socialiste. Ils y ont notamment placé de célèbres agents de la CIA, Lionel Jospin, qui est devenu Premier ministre, et Jean-Christophe Cambadélis, le principal conseiller de Dominique Strauss-Kahn. Des primaires sont organisées au sein du Parti socialiste pour désigner son candidat à l'élection présidentielle. 2 personnalités sont en concurrence, Laurent Fabius et Ségolène Royal. Seul le premier représente un danger pour Sarkozy. Dominique Strauss-Kahn entre dans la course, avec pour mission d'éliminer Fabius au dernier moment. Ce qu'il sera en mesure de faire grâce au vote des militants, lambertistes, infiltrés, qui portent leur suffrage non pas sur son nom, mais sur celui de Royal. L'opération est possible, parce que Strauss-Kahn est depuis longtemps sur le payroll des États-Unis. Les Français ignorent qu'il donne des cours à Stanford, où il a été embauché par le prévôt de l'université, Condoleezza Rice. Dès sa prise de fonction, Nicolas Sarkozy et Condoleezza Rice remercieront Strauss-Kahn en le faisant élire à la direction du Fonds monétaire international. Premier jour à l'Élysée. Le soir du second tour de l'élection présidentielle, lorsque les instituts de sondage annoncent sa victoire probable, Nicolas Sarkozy prononce un bref discours à la nation depuis son QG de campagne. Puis, contrairement à tous les usages, il ne va pas faire la fête avec les militants de son parti, mais il se rend au Fouquet's. La célèbre brasserie des Champs-Élysées, qui était jadis le rendez-vous de l'Union Corse, est aujourd'hui la propriété du casinotier Dominique Dassaigne. Il a été mis à disposition du président élu, pour y recevoir ses amis, et les principaux donateurs de sa campagne. Une centaine d'invités s'y bousculent, les hommes les plus riches de France y côtoient les patrons de casinos. Puis le président élu s'offre quelques jours de repos bien mérités. Conduit en Falcon 900 privé à Malte, il s'y repose sur le Paloma,
le yacht de 65 mètres de son ami Vincent Bolloré, un milliardaire formé à la banque Rothschild. Enfin, Nicolas Sarkozy est investi président de la République française. Le premier décret qu'il signe n'est pas pour proclamer une amnistie, mais pour autoriser les casinos de ses amis d'Essagne et Partouche à multiplier les machines à sous. Il forme son équipe de travail et son gouvernement. Sans surprise, on y retrouve un bien trouble propriétaire de casinos, le ministre de la Jeunesse et des Sports, et le lobbyiste des casinos de l'ami d'Essagne, qui devient porte-parole du parti, gaulliste. Nicolas Sarkozy s'appuie avant tout sur 4 hommes. Claude Guéant, secrétaire général du Palais de l'Élysée. C'est l'ancien bras droit de Charles Pasqua. François Pérolle, secrétaire général adjoint de l'Élysée. C'est un associé gérant de la banque Rothschild. Jean-David Lévite, conseiller diplomatique. Fils de l'ancien directeur de l'agence juive. Ambassadeur de France à l'ONU, il fut relevé de ses fonctions par Chirac qui le jugeait trop proche de George Bush. Alain Boer, l'homme de l'ombre. Son nom n'apparaît pas dans les annuaires. Il est chargé des services de renseignement. Ancien grand maître du Grand Orient de France, la principale obédience maçonnique française, et ancien numéro 2 de la National Security Agency états-unienne en Europe. Frank Wisner Jr., qui a été nommé, entre-temps envoyé spécial du président Bush pour l'indépendance du Kosovo, insiste pour que Bernard Kouchner soit nommé ministre des Affaires étrangères avec une double mission prioritaire, l'indépendance du Kosovo et la liquidation de la politique arabe de la France. Kouchner a débuté sa carrière en participant à la création d'une ONG humanitaire. Grâce au financement de la National Endowment for Democracy, il a participé aux opérations de Zbigniew Brzezinski en Afghanistan, aux côtés d'Oussama Ben Laden et des frères Karzai contre les soviétiques. On le retrouve dans les années 90 auprès d'Alija Izetbegovic en Bosnie-Herzégovine. De 1999 à 2001, il a été représentant de l'ONU au Kosovo. Sous le contrôle du frère cadet du président Hamid Karzai, l'Afghanistan est devenu le premier producteur mondial de pavots. Le sucre est transformé sur place en héroïne et transporté par l'US Air Force à Camp Bonstead, Kosovo. Là, la drogue est prise en charge par les hommes d'Hashim Thaçi, qui l'écoulent principalement en Europe et accessoirement aux États-Unis. Les bénéfices sont utilisés pour financer les opérations illégales de la CIA. Karzai et Thaçi sont des amis personnels de longue date de Bernard Kouchner, qui certainement ignorent leurs activités criminelles, malgré les rapports internationaux qui y ont été consacrés. Pour compléter son gouvernement, Nicolas Sarkozy nomme Christine Lagarde, ministre de l'économie et des finances. Elle a fait toute sa carrière aux États-Unis, où elle a dirigé le prestigieux cabinet de juristes Baker et McKenzie. Au sein du Center for International and Strategic Study de Dick Cheney, elle a coprésidé avec Zbigniew Brzezinski un groupe de travail qui a supervisé les privatisations en Pologne. Elle a organisé un intense lobbying pour le compte de Lockheed Martin contre l'avionneur français Dassault. Nouvelle escapade durant l'été. Nicolas, Cecilia, leur maîtresse commune et leurs enfants se font offrir des vacances états-uniennes à Wolfenboro, non loin de la propriété du président Bush. La facture, cette fois, est payée par Robert Agostinelli, un banquier d'affaires italo-new-yorkais, sioniste et néoconservateur pur sucre, qui s'exprime dans Commentary, la revue de l'American Jewish Committee. La réussite de Nicolas rejaillit sur son demi-frère Pierre-Olivier. Sous le nom américanisé d'Oliver, il est nommé par Frank Carlucci, qui fut le numéro 2 de la CIA après avoir été recruté par Frank Wisner Sr. Directeur d'un nouveau fonds de placement du Carlyle Group, la société commune de gestion de portefeuille des Bush et des Ben Laden. Sans qualité personnelle particulière, il est devenu le 5e noueur de deal dans le monde, et gère les principaux avoirs des fonds souverains du Koweït et de Singapour. La cote de popularité du président est en chute libre dans les sondages. L'un de ses conseillers en communication, Jacques Seguela, préconise de détourner l'attention du public, avec de nouvelles People Story. L'annonce du divorce avec Cecilia est publiée par Libération, le journal de son ami Edward de Rothschild, pour couvrir les slogans des manifestants un jour de grève générale. Plus fort encore, le communicant organise une rencontre avec l'artiste et ex-mannequin, Carla Bruni. Quelques jours plus tard, sa liaison avec le président est officialisée et le battage médiatique couvre à nouveau les critiques politiques. Quelques semaines encore et c'est le 3e mariage de Nicolas. Cette fois, il choisit comme témoin Mathilde Agostinelli, l'épouse de Robert, et Nicolas Bazir, ancien directeur de cabinet d'Édouard Balladur devenu associé gérant chez Rothschild. Quand les Français auront-ils des yeux pour voir à qui ils ont affaire? C'était un article de Thierry Messant,
analyste politique et fondateur du réseau Voltaire, publié le 19 juillet 2008. Son dernier livre, L'effroyable imposture numéro 2, traite du remodelage du Proche-Orient et de la guerre israélienne au Liban. C'était Aladin, à votre service. Merci de votre écoute.